Aujourd'hui tout simplement j'ai eu envie de vous parler des lectures que j'ai faites depuis début 2020, donc pendant 4 mois. J'ai lu une quinzaine de livres et j'ai très hâte de vous en parler. Le premier livre que j'ai lu cette année est un young adult. Il s'agit des aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee chez les éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit d'un livre qui raconte la vie de Monty, qui est un jeune aristocrate qui aime bien faire les 400 coups avec son ami Percy et qui ne rend pas vraiment heureux son père, qui aimerait qu'il soit un petit peu plus sage. Sauf que Monty, il n'en a aucune envie. Alors son père décide de l'envoyer pendant un voyage tout autour de l'Europe pendant 1 an, en espérant que ça lui mette un petit peu de plomb dans la cervelle et que quand il revienne, il soit un petit peu plus sage et capable de reprendre le domaine familial sans créer de grosses catastrophes. Vous en doutez, ça va pas se passer comme ça parce que Monty, il a vraiment pas envie. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire, qui est assez agréable, je trouve, qui a la particularité, selon moi, d'avoir un personnage, Monty donc, qui est assez humain dans sa manière de penser. Je veux dire, c'est assez rare pour moi, en tout cas, d'avoir rencontré dans un roman un personnage qui nous parle autant. En tout cas, moi, dans toutes ses pensées et même dans ses caprices, en réalité, je me suis beaucoup retrouvée. Je me suis dit, ouais, c'est logique ce qu'il dit. Enfin, ça, c'est pas vraiment logique et c'est pas forcément agréable à lire. Mais au moins, il y a une certaine logique et il y a une certaine humanité dans ce qu'il pense. Et même ses caca nerveux, ils semblent assez justifiés tout en étant assez chiants à lire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il y ait assez de la représentation, puisque Monty est gay ou bisexuel, je crois. Son ami Percy est métisse et sa sœur est une fille, évidemment, puisque c'est une sœur. Un de mes personnages préférés, puisqu'elle apporte la voix féminine et la voix qui dit Eh non, tu te trompes, c'est pas comme ça que ça se fait, puisque Monty il a parfois une vision assez propre à son temps des choses qui doivent se passer. Les femmes doivent faire ça, les hommes doivent faire ça, ou alors pourquoi t'aimes le sang, t'es une femme. Et je trouve que la sœur, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, c'est une belle preuve de respect, euh, contrecarre un petit peu ça et c'est assez agréable. D'ailleurs ça me donne presque envie de lire la suite, puisque la suite est de son point de vue à elle. Le second livre que j'ai lu est une non-fiction, il s'agit du Prince des profondeurs, l'intelligence exceptionnelle des poulpes, de Peter Godfrey Smith. Il faut savoir que j'ai un accent qui parfois est assez étrange à entendre, puisque non seulement je parle franglais, mais qui plus est, je parle franglais picard. C'est un livre qui peut faire peur, puisqu'on est sur un sujet assez ciblé, les poulpes. D'ailleurs, les poulpes sont la même chose que les pieuvres, je ne le savais pas avant de lire ce livre. Mais comme dès qu'il s'agit d'une non-fiction, il y a toujours la petite peur de est-ce que je vais comprendre? Est-ce que c'est assez bien expliqué? Et dans ce livre-là, j'ai trouvé qu'on nous prenait assez bien par la main, sans nous infantiliser non plus, pour bien nous expliquer de A à Z, sans nous balancer toutes les informations pêle-mêle sur les poulpes qu'on puisse voir dans ce livre depuis la sortie des animaux de l'eau. Donc on reprend bien pas mal d'années en arrière, si je puis me permettre. On voit le cheminement de l'évolution par rapport à l'intelligence et j'ai pris conscience en tout cas que oui, l'intelligence c'est pas seulement ce que l'humain a tendance à voir, pas seulement l'intelligence des oiseaux, pas seulement l'intelligence des humains même, mais aussi l'intelligence des poulpes, puisque c'est quand même des animaux où on se dit ouais, ça mange pas de pain, en l'occurrence non, ça mange pas de pain. Mais j'ai trouvé ça vraiment très instructif et pas compliqué outre mesure. Ensuite, j'ai lu les 3 premiers tomes du Sorceleur de André Sapkowski, on va dire ça. Donc les 2 premiers tomes sont des nouvelles, et le tome 3 est un roman qui entre un peu plus dans le vif du sujet. Donc j'ai lu cette série bien évidemment à la suite de mon visionnage de la première saison de The Witcher, que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors même que le livre ne m'avait jamais intéressé après l'avoir plusieurs fois pris en librairie, l'avoir reposé en disant oh encore ça a l'air bizarre. Et en fait, oui effectivement le premier tome et le deuxième tome sont assez bizarres puisque c'est des nouvelles comme je le disais. Et si je n'avais pas su que le troisième tome était un roman à proprement parler et qu'on rentrait donc dans l'histoire, je crois que j'aurais arrêté cette série.
puisque les premières nouvelles ne m'ont vraiment pas beaucoup plu. Je crois même que sans mon premier visionnage de la série, je n'aurais pas forcément compris toutes les temporalités et tout ça. Après, je me sous-estime peut-être, et peut-être que ça aurait été différent, mais je me connais assez bien pour savoir que sans la série, j'aurais jamais... Je crois que je ne serais pas allée au-delà du premier livre. Les premières nouvelles sont assez en dents de scie, je dirais. Il y a des nouvelles très intéressantes, dont certaines réécritures de contes ou reprises de contes que j'ai beaucoup aimées. Certaines qui m'ont assez agacée, quand la troisième ou la quatrième femme tombe amoureuse de Gérald, je ne sais pas comment vous le prononcez, commence à faire beaucoup, et quand ton cœur balance, enfin je sais que c'est sur une temporalité assez longue, mais nous on a lu la première romance juste avant, enfin la première romance on s'entend. Nous, en tant que lecteurs, on a lu la première histoire d'amour juste précédemment, alors ça fait un petit peu court de se dire encore une femme qui tombe amoureuse de lui, enfin, ça fait assez beaucoup. Les nouvelles préférées sont celles où on commence à voir apparaître Ciri, qui est adorable dans les premières, enfin pas dans la première où on la voit, elle fait assez princesse, elle claque du pied, mais après il y a un attachement entre elle et Geralt qui est si adorable. Je suis fan de cette relation tout simplement, que je trouve assez amusante, rigolote et assez différente de ce que on peut trouver d'habitude. En fait, les deux premiers tomes sont logiquement des tomes d'introduction à l'univers et aux personnages, et en fait le troisième tome est encore un tome d'introduction, donc ça commence à faire beaucoup de livres d'introduction, avec à chaque fois des temporalités assez que je n'apprécie pas. J'aime pas aller voir un personnage, suivre son petite aventure et retourner au premier jour pour voir l'aventure du nouveau personnage et ainsi de suite. Ça ne me plaît pas beaucoup. Ce tome 3 a eu l'avantage, enfin je dis ce tome 3, c'est le tome 1 que je montre, mais j'ai pas les deux autres avec moi. Ce tome 3 a eu l'avantage de me faire apprécier Yennefer, que je détestais dans les deux premiers tomes. On verra la suite, mais là, à défaut de l'apprécier, je l'ai au moins supporté, c'était assez agréable. Heureusement que j'ai entendu dire que en tout cas le tome 4 commençait à rentrer beaucoup plus dans l'action, parce que sinon je crois encore une fois que je n'irai pas dans la suite. J'apprécie beaucoup l'univers, mais ça commence vraiment à faire beaucoup de tomes d'introduction et de tomes immersifs. J'espère que la suite sera vraiment à la hauteur. Entre deux tomes du Sorceleur, j'avais eu envie d'une lecture beaucoup plus douce et beaucoup plus sympa. Enfin, pas que le Sorceleur ne soit pas sympa, sinon je n'en aurais pas lu 3 tomes, mais d'une lecture un peu plus cocooning. Et j'ai sorti Le Prince et la Couturière de Jen Wang. C'est un roman graphique dans lequel le prince Sébastien embauche une couturière pour qu'elle lui confectionne des robes. Ce livre est adorable. Si vous avez besoin d'une lecture bienveillante, doudou, cocooning, c'est super. Je l'ai lu en une soirée, parce que même s'il est gros, ça reste des illustrations. Et agréable à lire, j'aime beaucoup les dessins. Ouais, j'ai presque envie de le relire là en fait. Après ça, je me suis lancée dans mon tout premier Stephen King et c'est un petit peu une arnaque puisque c'est un Stephen King, mais on peut pas non plus dire que ce soit le plus horrifique, le plus fantastique, le plus fantasy ou je ne sais quoi, puisqu'il s'agit de Écriture mémoire d'un métier. Une biographie et après des conseils d'écriture. Et je l'ai trouvé vraiment très instructif. J'ai beaucoup aimé découvrir un petit peu plus Stephen King, que je ne connaissais pas du tout finalement. Découvrir ses adaptations, découvrir sa vie avant la publication, découvrir les nouvelles qu'il avait écrites et qui ont été refusées. Enfin, c'est quand même assez encourageant de se dire qu'un auteur tel que Stephen King a reçu lettre de refus sur lettre de refus. Et j'ai trouvé ça très pertinent et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est encourageant. C'est un livre qui donc retrace à moitié sa vie. J'ai beaucoup aimé cette partie-là, même si je l'ai lu lentement. Et la deuxième partie comprend plus des conseils d'auteur à auteur. Donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui m'a donné du coup envie de plonger un petit peu plus dans Stephen King. D'ailleurs avec la team Psychopathe, on a prévu une lecture de Misery en juin. J'ai hâte sans avoir hâte, puisque j'ai peur d'avoir peur. Ensuite vient un vraiment tout petit livre de chez Folio qui s'appelle Nous sommes toutes des féministes de
Chimamanda Ngozi Adichie, je pense, je suis désolée. C'est une retranscription d'un de ses discours, d'une de ses conférences, je crois, il me semble, chez TEDx. C'est vraiment très court et c'est vraiment très instructif dans les réflexions que ça apporte. Je l'ai déjà lu 3 fois, j'ai surligné quasiment l'entièreté du livre dans des couleurs différentes. Plein de petites réflexions, de petites phrases qui initient beaucoup à la réflexion assez féministe et égalitaire et c'est vraiment, vraiment fascinant. C'est une bonne introduction, je trouve, pour qui veut se lancer un petit peu plus dans les recherches féministes. D'ailleurs, petit aparté, je suis une de ces personnes qui commence à s'intéresser un petit peu plus au féminisme. Donc ça représente beaucoup de mes lectures actuelles, des lectures de documentation, des lectures de fiction, des lectures pour ouvrir les yeux. Alors si une vidéo sur mes premières lectures ou sur mon apprentissage, mon évolution vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Viennent ensuite les livres que j'aurais beaucoup aimé lire quand j'étais adolescente, mais que je ne regrette pas du tout de lire actuellement. Il s'agit de À la croisée du monde, donc le tome 1, Le Royaume du Nord, et le tome 2, La Tour des Anges, de Philippe Pullman. Ce sont des livres géniaux, je trouve. Aussi bien, je pense, pour une adolescente ou un enfant moyen, il y a marqué à partir de 10 ans. Le tome 1, ça passe, le tome 2, il y a déjà des scènes un peu plus traumatisante psychologiquement. Je suis traumatisée psychologiquement. Donc déjà, j'adore l'héroïne, ce qui est un très gros point positif. Elle est agaçante, mais elle est charmante. Elle est intelligente, elle est dynamique. Ah oui, je vais peut-être vous parler de quoi il s'agit. Donc c'est Lyra qui un jour se retrouve dans le pétrin, puisque y a quelqu'un qui essaye d'empoisonner son oncle, et puis elle intervient. Et puis on lui donne un objet étrange, et puis elle est envoyée chez une dame qui est très gentille de prime abord, mais qui l'est pas forcément. Et de là, elle va devoir se débrouiller pour un peu survivre, pour démêler le mystère, pour savoir de quoi il retourne. Dedans, il y a un des concepts magiques que j'ai le plus adoré depuis très longtemps, depuis même les chats ailés du Paris des Merveilles. Il y a ce qu'on appelle les démons. Les démons, ce sont on va dire une partie de l'âme de la personne qui sont rendues physiques, qui sont des animaux à côté. Et ce lien particulier entre donc l'humaine et l'animal, au moment où j'ai lu ce livre qui plus est, m'a beaucoup parlé, puisque à ce moment-là, mon chat s'est cassé la patte et mon chat a dû aller chez le vétérinaire pendant bien 1 mois. Donc 1 mois loin de mon bébé, loin de mon bébé chat. Donc ce livre m'a beaucoup parlé. J'ai lu aussi du coup le tome 2, je n'ai pas encore lu le tome 3 mais ça ne saurait tarder. Dans ce livre apparaît mon personnage préféré, il s'agit de Will. J'ai bien aimé l'alternance de points de vue qui rend le tout assez dynamique. On voit d'un côté un monde, de l'autre côté un autre monde et ainsi de suite. Et cette fin, finalement, je ne suis pas si mécontente de ne pas avoir lu cette série quand j'étais enfant, ou même ado, puisque cette fin m'aurait démoralisée. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette fin pour ceux qui n'ont jamais lu? Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est juste quelque chose, une disparition. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, contrairement à beaucoup de livres pour enfants ou adolescents, c'est que la mort existe. Bien, quand on meurt, il n'y a pas de ressuscitation. Il n'y a pas de personnes qui reviennent à la vie, on va dire. Donc il n'y a pas de personnes qui reviennent à la vie, il n'y a pas de personnes qui meurent ou qui réchappent d'un élément mortel juste en disant finalement c'était pas si dur. La mort a un sens et je trouve que c'est des messages assez importants à dire, parler du deuil, parler de tout ça. Donc c'est vraiment une série que je conseille, que je trouve vraiment vraiment chouette. Et là, Mazette, on approche du gros très merveilleux. Fils de brume, tome 1, L'Empire ultime de Brandon Sanderson. Ce livre est la concrétisation parfaite de ce pourquoi je lis, de ce que j'aime dans un livre et de ce que je veux retrouver dans toutes mes prochaines lectures.
Il s'agit de Vin, qui est une voleuse dans l'Empire Ultime. C'est une voleuse qui a une vie assez difficile et qui va rejoindre un club... Un club, ouh, on prend notre adhésion au club des voleurs, qui va rejoindre un clan, du coup, une équipe de voleurs et de brigands qui ont pour but de se révolter ou de détruire l'Empire en tout cas. Je ne spoile rien, c'est juste marqué dans le résumé et on va dire dans les 100 premières pages. Oui, c'est un beau bébé. Ce livre est tout simplement fabuleux. Dans la magie dont on nous parle, dans les pouvoirs, dans la lomancie, c'est franchement un truc de fou. Dans les relations entre les personnages, et encore une fois, ce roman m'a détruit le cœur. Il a pris mon cœur, il l'a piétiné. Il est suffisamment gros pour faire des dommages en plus, hein. Puisque on nous tend un chocolat, on dit tiens, c'est le plus bon chocolat du monde, c'est le plus merveilleux chocolat que tu ne trouveras jamais. On nous laisse en croquer un petit bout, et après on le jette à la poubelle. Tout simplement. Et arrivé du coup à une certaine scène, j'ai eu envie de le reposer. Et je ne suis même pas sûre d'avoir envie de lire la suite. Enfin, qu'est-ce que je dis? Bien sûr que je vais lire la suite, c'est déjà surprenant que je ne l'ai pas encore lu. Ouais, m'a bousillé le cœur, m'a fait mal. Et en même temps, il était tellement bien que d'un côté, c'était pas grave qu'il l'ait bousillé, vous comprenez? C'était une gifle, mais une caresse en même temps. Tellement... Fils de brume. Vous l'avez bien compris. Petite stat, pour bien comprendre à quel point ce livre est... Je n'avais plus aimé un livre aussi fort que depuis Mercy Thompson. Et Mercy Thompson, c'était en août 2018. Donc 1 an et demi, 2 ans, que je n'avais pas été aussi bouleversée par un livre. Et donc après avoir terminé l'un des meilleurs livres de ma vie, je me suis souvenue d'une des pires déceptions de ma vie, qui était donc la saison 8 de Game of Thrones. Et je me suis dit, tiens, donc réconcilions-nous avec la fin de Game of Thrones, avec le livre Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur, de Marianne Chaillan, publié chez Équateur Philosophie, qui est un livre, ma foi, assez agréable à lire et assez prenant. J'ai quelques problèmes, moi, à analyser les livres que je lis ou les séries que je lis, c'est-à-dire que si on ne me donne pas sur un plateau d'argent l'explication ou la philosophie qu'il y a derrière, je vais avoir du mal à la chercher par moi-même, puisque j'ai pas forcément ni le bagage pour, ni l'envie de le faire. Et donc il y avait beaucoup de choses, en regardant Game of Thrones évidemment, il y avait beaucoup de choses que j'avais vues, mais il y avait beaucoup de choses et d'analyses que je n'avais pas vues. Et ce livre nous les donne assez bien, nous les explique assez bien, personnage par personnage ou scène par scène, avec parfois des idées et des théories assez déprimantes, je dois le dire. Et que dans ce livre, on nous parle de certaines théories concernant cette fin assez décevante de Game of Thrones, qui m'ont assez déprimée et avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'elles sont assez pessimistes et assez... Alors ce livre ne me réconcilie pas tout à fait avec la saison 8 de Game of Thrones, puisqu'il me faudrait beaucoup plus d'informations et de contenu pour me faire apprécier cette saison 8. Ce livre m'a beaucoup réconciliée avec la philosophie, parce que j'en étais restée à la philosophie du lycée, qui n'est pas forcément très intéressante selon le professeur, je pense, parce que je pense que la philosophie peut être très très intéressante, selon qui nous en parle. Après ça, je suis retournée dans le doudou, puisque les Jenny, je crois que c'est Jenny, m'a donné vraiment envie de relire Fangirl de Rainbow Rowell, qui est à hauteur, je pense, mais sur des sujets différents, à hauteur de mon coup de cœur pour l'Empire Ultime, puisque c'est un livre assez attachant, non, comment dire, l'héroïne m'a parlé. On suit Kat, qui a une sœur jumelle et qui entre toutes les deux à l'université. Et sa sœur décide qu'elles ont assez passé de temps ensemble et qu'il est temps qu'elles se décollent l'une de l'autre, donc qui pas l'abandonne mais qui la lâche un petit peu pour qu'elles dorment toutes les deux dans des dortoirs différents.
Kat, elle me parle beaucoup parce qu'elle est assez introvertie. Déjà, elle lit, elle écrit des fanfictions qui plus est. Elle est sujette à panique, elle s'inquiète beaucoup pour beaucoup de choses. Et je dois avouer que certains sujets abordés dans le livre m'ont beaucoup parlé, personnellement. Je pense qu'il peut parler à beaucoup de gens, beaucoup de lectrices en tout cas. Je le trouve hilarant, j'adore Lévi, je le trouve formidable, je le trouve génial, je le trouve époustouflant, parce qu'il est... c'est Lévi. C'est Lévi, il est attentionné, il est choupi, il est assez étrange, faut le dire. Mais ça fait de cette histoire une histoire, encore une fois, tellement humaine et proche de la réalité. Je pense que c'est un livre doudou à avoir quand on va pas spécialement bien ou quand on veut quelque chose de réconfortant. Je pense qu'il faut aller retrouver Lévi de Fungirl et que tout ira bien après. Et enfin, sur ma liseuse, j'ai eu une toquade et je me suis décidée à commencer enfin les Agatha Christie dans l'ordre de parution de Hercule Poirot. J'ai donc commencé par La mystérieuse affaire du style de Agatha Christie. J'ai des choses à dire parce que j'ai un sentiment d'ambivalence avec ce livre, c'est-à-dire que je ne l'ai pas aimé et pourtant j'ai envie de continuer à lire d'autres Agatha Christie. Parce que ce que je n'ai pas aimé est propre à ce livre-là et pas à la série au total, ni à l'écriture d'Agatha Christie, ni à sa manière d'écrire des histoires. Je n'ai pas aimé le narrateur, qui est inutile, qui n'apporte rien à part dénigrer de la négativité et du pessimisme, et une once d'absence totale d'intelligence, c'est assez remarquable. Les autres personnages donc, de l'intrigue, puisque on suit des personnages, il y a une dame qui meurt. Qui a tué cette dame? Les autres personnages, je m'en foutais. Je n'en avais rien à faire, à part Hercule Poirot. C'était un personnage assez... je me le représentais très bien. Assez speed, assez petit, assez... un petit peu déjanté, et je me le représentais assez bien. Et je l'ai beaucoup aimé, ce qui fait que je me dis que dans une autre histoire, avec d'autres personnages, on prend les mêmes... on recommence en retirant les personnages, donc on ne refait pas du tout la même. Je pense que je peux aimer. Aussi, dans ce Agatha Christie, j'ai énormément aimé que tout ait un sens. Tout ce qui a été écrit à un moment. Si le personnage a reniflé 3 fois quelque chose, s'il a éternué, s'il a bafouillé à un moment, enfin s'il a oublié un R dans son prénom, je ne sais pas. Ça a un sens à un moment ou à un autre. La moindre phrase, je pense, aura une explication ou aura un petit... tiens, on s'en souvient. On s'en souvient de la page 53 quand il a éternué dans les charbons et que ça l'a fait tousser pendant 3 minutes. Et cette intelligence dans le fait d'écrire, de tout lier, de relier entre toutes les informations qu'on a données, je trouve que c'est assez fou et que c'est assez hors du commun. J'aime beaucoup, dans une histoire qui fait quand même à peine 200 pages, compacter autant d'informations et autant de retournements de situation. Après, je répète, l'histoire en elle-même ne m'a absolument pas touchée. J'ai juste aimé tout ce qui a été utilisé, le cheminement de pensée, à la fin qui est le meurtrier, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé aussi. Qu'est-ce que je peux dire de La mystérieuse affaire du style de Agatha Christie? Du livre, je n'ai rien à dire. D'Hercule Poirot, je l'aime beaucoup. D'Agatha Christie, je pense que j'en lirai d'autres. De toute manière, je ne me suis pas fait suer à écrire et à recopier le nom de ces 70 romans pour ne pas les lire, parce que j'ai une liste chronologique de ces livres que je barre au fur et à mesure. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que je vous souhaite de bonnes lectures et que je vous dis à très bientôt. Et puis si c'est pas à très bientôt, ce sera bien un jour, donc ciao!